quand on est à cette phase, on ne prend jamais l'option de la rébellion. Je l'ai expliqué le jeudi. J'ai commencé par l'expliquer le vendredi. À l'occasion de la communication de Madame Cusson, j'ai expliqué un peu. Quel est les deux voies que nous avons au Bénin? Nous avons la voie de la rébellion et nous avons la voie de la résistance. C'est de manière sincère, objective, que nous avons dit, nous n'avons pas les moyens de la rébellion. Et même si nous avons les moyens matériels de la rébellion, nous n'avons pas les moyens moraux, psychologiques de la rébellion. Notre peuple n'est pas un peuple qui prend des machettes, qui prend des couteaux, qui prend des fusils. Nous n'avons pas un peuple comme ça. Nous sommes un peuple pacifique. Donc, parler à ce peuple de rébellion, c'est ne pas être en phase avec ce peuple. Et puis la rébellion, lorsqu'elle est armée, suppose des préalables. Il faut une base d'entraînement. Il faut une base arrière. Et ce n'est pas ce qui est indiqué pour notre région africaine aujourd'hui. La région africaine, surtout au sud du Sahara, l'Afrique occidentale, n'a pas besoin que nous ajoutions de la rébellion aux actes de terrorisme qui sont déjà ambiants. Ça, ce n'est pas responsable, ce n'est pas censé. Nous avons débattu dans cette salle qui est à côté. Nous avons dit que ce n'est pas responsable, ce n'est pas bon. Nous l'avons rejeté. Donc la rébellion, sous n'importe quelle forme, n'est pas notre option. Nous l'avons rejeté. Certains pensent qu'on n'a pas évoqué la question. On a étudié la question en profondeur. Au cours de cette séance, je passe sous le contrôle du secrétaire général, je passe sous le contrôle du secrétaire général adjoint et du coordonnateur de Cotonou. J'ai démontré que nous ne sommes plus à l'étape de Che Guevara, de Mao, de Joshua Nkomo, des luttes de libération. Là-bas encore, c'est des luttes de libération. C'est contre l'envahisseur. Ici, nous sommes à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas prendre les armes contre nous. Nous-mêmes. Donc, que ceux qui disent sauter les ponts, couper les choses là, casser les lampadaires, ils n'ont pas compris l'option à laquelle nous avons adhéré. Et c'est cette option que moi j'applique. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec les abeilles de Kilibor. Je n'ai jamais été d'accord avec les chasseurs de Tchaourou, de Kéchou, des amulettes badées de ci ou de ça. Ce n'est pas que je ne reconnais pas leur puissance, leur valeur, mais ce n'est pas notre option. On n'a pas choisi. Je suis béninois. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui savent parler aux abeilles. Mais moi, je ne sais pas parler aux abeilles. Et nous n'avons pas pris l'option des abeilles, ni des chasseurs, ni des amulettes. On n'a pas pris. Qu'un seul membre de la résistance vienne me voir pour dire on a pris cette option. On n'a jamais pris cette option. Et parce qu'on n'a pas pris cette option, je ne donnerai pas caution à cette option. C'est une option mauvaise. Parce que quand on prend les armes, on ne sait pas, on sait que des gens vont mourir, mais on ne sait pas qui. C'est là où c'est difficile quand vous prenez les armes. Le jour où vous prenez les armes, vous devez être sûr de quelque chose, vous allez vous tuer. Mais qui sont ceux qui vont mourir? Nous ne sommes pas un peuple génocidaire. Vous comprenez maintenant, les journalistes, vous comprenez notre option. Mais nous avons dit, nous faisons une résistance. Et même lorsque nous avons pris l'option de la résistance, nous avons dit qu'il y a deux formats de résistance. Il y a la résistance violente, qui consiste à faire des actions de violence. Moi, j'ai un parcours, je connais ces choses. Je n'ai pas commencé la politique à l'ère de la rupture, ni à l'ère du changement, quand même. Je n'ai même pas commencé la politique à l'ère du renouveau démocratique. Je connais ma formation, je connais mon parcours. Mais les conséquences que la violence génère, il faut en être conscient d'abord avant de faire son choix. Nous avons exposé ce que ça peut donner si nous pouvons arriver, si nous prenons l'option de la violence. Vous savez, la violence est la chose la plus facile, mais la plus coûteuse. C'est facile. Déstabiliser, empêcher, semer la terreur, c'est facile. Vous êtes formé un peu, c'est facile. Il y a des gens dans le monde entier qui attendent, qui veulent former des gens,
qui veut même financer. Parce que c'est facile, mais les conséquences sont dommageables, dramatiques, insupportables, intenables pour tous ceux qui ont pris cette option. Vous rentrez dans un jeu de hasard. Vous ne savez même pas si vous en pâtirez vous-même. Vous n'avez plus votre destin en main lorsque vous prenez l'option de la violence. Et nous avons refusé. J'ai exposé les 3 grands maîtres de la non-violence. J'ai exposé Martin Luther King, j'ai exposé Gandhi et j'ai exposé Mandela. J'ai montré au cours de nos réunions à quel moment précis chacun de ces 3 personnages a fait la mutation entre la violence et la non-violence. Mandela n'était pas non-violent au départ. Au départ, Mandela professait la violence totale. Allez lire la biographie, le parcours de Mandela. C'est à partir d'un moment que Mandela a fait la mutation de la non-violence. Mais lorsque vous prenez Gandhi, Gandhi a mélangé les deux. Parfois Gandhi est violent, parfois il est non-violent. Et la doctrine non-violente de Gandhi est tirée de sa doctrine spirituelle. De la spiritualité qui a servi de base à la non-violence de Gandhi. Malgré cela, il y a des étapes où Gandhi a laissé les bribes pour la violence. Le seul qui est resté totalement un non-violent atypique, c'est Luther King. Mais il a tiré ça aussi de la foi chrétienne, qui était sa trame. J'ai exposé tout ça, j'ai montré les avantages et les inconvénients. Et nous avons débouché sur quoi? Sur la non-violence totale. Autrement dit, la résistance nationale ne fera rien qui puisse l'exposer comme complice direct ou indirect de la violence. Et c'est ça que nous avons décidé de faire. Or, si on prend l'option de la non-violence, il y a des règles il y a un protocole qu'il faut appliquer. C'est le protocole que nous n'appliquons pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, comment s'insurger efficacement contre un régime de dictature? Il faut appliquer le protocole qui est simple. Définir un objectif. S'asseoir pour s'entendre sur une stratégie. À partir de l'objectif et de la stratégie, avoir une organisation qui tienne compte de l'organisation stricto sensu et des tactiques. 4e chose à laquelle il faut veiller, le financement. Et 5e chose, le pilotage de l'ensemble. J'ai exposé tout ça. Et pour faire le pilotage de l'ensemble, il faut prévoir les 3 pôles classiques d'un pilotage d'une résistance. La gestion des risques. S'il y a des difficultés, comment gérer? Si quelqu'un est en mission, il y a une difficulté, comment gérer? Voilà les gens qui sont poussés à l'exil. Comment gérer efficacement l'exil des gens? Et faire en sorte que l'exil soit le plus court possible. Qui gère ça? Quel est le pôle qui gère ça? Il y a aussi les avantages, les ambitions. Il faut un pôle de gestion pour fondre les agendas particuliers en un seul agenda qui doit être l'agenda de l'intérêt général. Et hiérarchiser les agendas et faire un chronogramme des agendas. Il y aura une phase où tous ceux qui ont des agendas particuliers doivent taire leur ambition et rentrer sous la bannière de l'agenda de l'intérêt général. Encore que là, il faut identifier cet agenda. C'est ça. Et enfin, il faut la haute, le grand vue sur l'ensemble et qui doit être confié à des gens d'expérience ou à des gens qui sont des figures emblématiques, stables. Ça doit être débarrassé de toute comédie, de toute action de Bobo Diouf, de toute grimace. C'est important. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons un régime radicalisé, malade, qui n'a plus rien à faire avec les lois. Ni avec le gouvernement de Patrice Talon et Patrice Talon n'ont plus rien à faire avec nos lois, nos textes et rien. Ils ont affaire à la volonté de Patrice Talon qui est loi. Point. Et Patrice Talon a affaire au peuple. C'est ce que j'ai dit aux gens.
Patrice Talon a affaire au peuple. Si Patrice Talon a affaire au peuple, nous avons aussi affaire au peuple. Il nous appartient d'aller encadrer le peuple, de parler au peuple, de sensibiliser le peuple, d'informer le peuple, d'assister le peuple, c'est tout. On ne nous demande pas d'aller nous opposer au canon de Patrice Talon. S'il sort des chars, mais nous sommes des Batman pour monter sur les chars? Non. Mais s'il sort les chars et que le peuple est bien préparé, le peuple va arrêter les chars. C'est moi qui vous le dis. Oh, nous avons des expertises, des capacités pour encadrer le peuple à cette possibilité. Quand on veut résister à un régime dur, il y a des comportements classiques qu'on doit avoir. Et puis, résister, c'est le moment de l'affermissement et de la solidarité. Les plus fragiles parmi nous, ceux qui sont venus parce qu'ils veulent être députés. Mais il y en a même qui sont venus parce qu'ils veulent être maires. Ils sont partis. Vous les connaissez, non? Ils partiront tous les jours. Les résistants, c'est ceux qui ont fait le pari de l'intérêt général, le pari des valeurs et des principes. Et je vous explique ces choses. Si vous voulez résister, ce n'est pas des boudins que vous allez prendre. Vous allez battre ce régime sur les valeurs, sur les principes. Que l'Union européenne vienne nous répondre. Est-ce qu'au Bénin, c'est une démocratie? Pourquoi vous continuez les relations avec le Bénin? L'Union européenne doit pouvoir répondre. Si elle ne répondait pas, elle n'est plus crédible. Parce que ce qu'on laisse passer au Bénin, il y a d'autres pays qui commencent par copier déjà. Vous avez appris ce qui se passe aux Comores. Quelqu'un n'a pas appris? Où le président peut mettre de côté le Parlement et décider. Vous voyez déjà ce qui se passe dans d'autres pays proches de nous, où déjà un président dit, mais le président Ouattara, il dit oui, Patrice Talon m'a dit qu'il va mettre 1 milliard. Bon, moi j'ai ri. Il dit à un monsieur Billon, c'est ça non? Oui, Billon. Mais c'est vous seul qui allez payer. Donc peut-être que Billon doit être multimilliardaire. Voilà. Et ça faisait sourire Ouattara. Je connais un peu la manière, le sens de l'humour et de l'ironie de Ouattara. Il riait. Il avait pitié du Bénin. Voilà l'autre sort, le sort du Bénin. Et comme si ça ne suffisait pas, certains naïfs sont parmi nous et pensent qu'ils peuvent aller aux élections communales dans ces conditions. D'autres ont commencé par faire des campagnes. Ils vont dans des réunions, on les filme, ils donnent des cadeaux. Les cadeaux, c'est perdu. Ça n'a pas de sens. Nous discutions en réunion du bureau, lorsqu'il y a une expression avancée par le coordonnateur de Cotonou, M. Justin Kelly-Kezé, qui a dit, Monsieur le Président, l'urgence est de rétablir les préalables démocratiques. Et sa collègue qui dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous asseoir, nous parler. Et pour s'asseoir et parler, il faut une condition, la décrispation. Et la décrispation va faire que tous les enfants qui sont poussés à l'exil doivent venir. Nous tous, nous allons nous réunir, nous parler. Si on ne le faisait pas, maintenant, on finira par le faire. Dans quelles conditions? Personne ne peut parier les conditions dans lesquelles ça va se faire. Voilà un peu, grosso modo, ce pourquoi je vous ai réunis, pour refaire le tour de ce qui s'est passé dans cette année et m'appuyer sur 3 faits qui montrent et qui illustrent que nous ne sommes plus en démocratie, et aussi dire que l'Union européenne est illisible. Il y a un problème entre la diplomatie des principes que professe l'Union européenne et la diplomatie des affaires et des résistances du colonialisme que professent certains pays membres de l'Union européenne. Et je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne n'a pas sanctionné les gouvernants. Je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne n'a pas rompu son programme.
Je ne comprends pas. Est-ce parce qu'en Europe, il peut exister un seul pays européen où le Parlement a été volé, le pouvoir législatif a été volé, où la Constitution unie a été pliée? La France peut accepter ça? L'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Japon? Je ne parle pas du Japon. L'Espagne? Non. N'avons-nous pas honte de nous-mêmes? Voilà un peu ce que je voudrais vous dire pour que vous compreniez la situation. C'est un sujet, enfin, contre un régime de dictature. Cela appelle un protocole classique que je viens de décrire. Et dans les détails, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut faire. Si nous allons nous réunir sur les places publiques, nous savons qu'ils vont refuser. Mais nous avons des maisons, nous avons des domaines. Nous pouvons rentrer dans les maisons. Nous devons partir partout, expliquer et parler à notre peuple. Et lorsque le peuple est convaincu, nous n'allons plus donner de mots d'ordre. C'est le peuple même qui ira défendre. Moi, je sais de quoi je parle. Mais il faut que chaque leader fasse une nouvelle lecture de situation conflictuelle. La lecture avant l'exclusion, avant le certificat de conformité, n'est pas la même lecture que maintenant. Avant le certificat de conformité, la lecture était « nous irons législatives » et au besoin, nous allons nous combattre à l'intérieur de l'opposition. Et le meilleur de l'opposition fera face au pouvoir. C'est pour ça qu'il y avait trop de rivalité, trop de guéguerre entre nous. Mais c'est fini ça. À partir de ce moment, nous devons faire une nouvelle lecture. Quelle est la nouvelle lecture? C'est les préalables démocratiques qu'il faut rétablir. Et comment le faire? C'est que nous devons laisser nos agendas particuliers à terre, nous fondre dans un agenda de l'intérêt général et nous organiser en veillant aux 5 étapes que j'ai proposées. L'objectif, la fixation sur l'objectif, la définition d'une stratégie avec des actions courageuses complètement déclinées, la mise en place d'une organisation qui comprenne les questions d'organisation théorique, d'organisation spatiale et comment séquencer les actions. Et quatrième chose, l'intendance. Parce que pour faire n'importe quel combat, il faut les logistiques et les moyens. Il faut mobiliser les ressources parce qu'on ne va pas les mains mortes, les mains libres. Les journalistes qui sont là, quand vous allez partir, vous aurez vos pédiums, au moins de déplacement. Ça fait partie du nerf de la guerre. Lorsque nous allons avoir des tournées, il faut financer. Vous n'allez jamais voir des journalistes qui sont venus simplement pour nos beaux yeux. Puisque la presse est aussi commerciale. Ces gens vivent de ça. D'où il pose cette question, qui est la 4e étape, l'intendance, 5e étape, le pilotage général. Quelles sont les figures? Ou qui va être la figure? Il faut désigner une figure, désigner des sous-figures. Il faut répartir les rôles classiques. Il faut être présent. Si nous organisons ça, si nous fédérons nos actions, si nous parlons à notre peuple, en plein midi, Patrice Talon et son équipe vont fuir du pays. Ils ne vont pas fuir la nuit. Les dictateurs ne fuient pas la nuit. Ils sont peureux. Ils fuient toujours le jour. Ils sont aidés. On va les aider à fuir parce que nous ne voulons pas la mort du pécheur. Mais que le pécheur laisse le péché à défaut de faire de la repentance. Voilà un peu l'exposé que je viens de vous faire. Nous avons la rédaction, mais comme j'écris beaucoup, je ne peux pas vous laisser publier tout de suite. Mais je vous ai parlé. Et ce que je demande aux journalistes, vous avez écouté, vous avez pris note, posez des questions. Des questions qui sont dans mon exposé, des questions qui sortent aussi de mon exposé. Toutes sortes de questions. Nous faisons ceci dans le cadre des festivités des 13 ans de notre parti. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un parti qui est fier de son parcours. Et contrairement à ce que les gens disent, nous avons les mêmes méthodes que tout le monde. On dit, mais
Ce parti, ils sont créés. Depuis que nous sommes créés, nous avons été toujours à l'Assemblée. Nous n'avons raté aucune législature depuis la création du parti. En 2006, on a été créé. On va aux élections de 2006. C'est vrai que je n'ai pas été déclaré élu à Cotonou. Mais nous avons fait élire un député à Kalalé, dans le Nord, qui a siégé au Parlement du début jusqu'à la fin. On dit, mais il est allé en alliance. S'il va seul, il ne peut pas être élu. Dites-moi, un parti politique au Bénin qui n'est jamais allé en alliance depuis sa création. Amoussou Bruno est allé en alliance méga fois, plus que moi. Il est récidiviste de l'alliance. Et c'est le PSD. Depuis l'époque de Djirako, après l'époque de Djirako, le PSD est toujours allé en alliance. Le PSD est allé en alliance dans sa vie. Ou bien oui. Ceux qu'on appelle pas la PIA et consorts, vous avez entendu parler, ces gens qui font alliance et réalliance, qui font de cela. Nous n'avons pas une vie bizarre. Nous faisons ce que tout le monde fait. Nous avons produit des gens dans le gouvernement. Et dans les gouvernements, vous n'allez jamais apprendre, chaque fois que j'ai été au gouvernement, vous n'allez apprendre aucun acte d'indignité, ni de corruption, ni de mauvaise gestion. Allez au ministère de l'Industrie, demandez-leur, quand M. Azanaï était ministre de l'Industrie, mais quelle était la gestion? Ils vont vous dire. Gestion humaine impeccable, gestion des dossiers impeccable, les idées impeccables. Quand j'ai été porte-parole du gouvernement, je l'ai été à des moments très difficiles. Yahi Boni était au creux de la vague. Il était presque 2 genoux par terre quand on m'a appelé à la rescousse. J'ai joué avec brio et j'ai déverrouillé l'équipe qui le cernait. Et je l'ai aidé à faire KO. Je remplis toujours ma mission, mais jamais pour ma poche ou pour mes proches. Et personne ne peut m'acheter. C'est interdit, c'est faux. J'ai une très haute conscience de moi-même. Je sais que je suis une conscience, je ne suis pas une matière. Le côté humain, là, le côté humain qui mange la pâte, est un côté animal. Mais je sais que je ne me résume pas à ça. J'ai une valeur inachetable. Incorruptible. Demandez à Yahi Boni. Incorruptible. Je suis prêt à restituer le centime public. Mais ma vie privée, je le dis toujours, c'est la vie privée de tout le monde. Dans le privé, je fais tout ce qu'un homme normal peut faire. Je ne suis pas un surhomme. Mais dans le public, je fais tout pour être irréprochable. Vous avez vu avec Patrice Talon? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand j'ai échangé avec lui et que je vois que ce qu'il veut faire est aux antipodes de la démocratie, j'ai dit, monsieur, je m'arrête là. Ça s'arrête. C'est clair. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il n'est pas mon ennemi. C'est un frère. Il n'a pas attenté à ma vie. Je n'ai pas attenté à sa vie. Je ne ferai jamais. Il le sait. Jamais. Mais il le sait aussi que ce n'est pas ce qu'on a dit. Je ne resterai jamais dans un gouvernement où on tue. Dans un gouvernement où on pacifie la démocratie. Vous me voyez, moi, aller m'asseoir dans cette assemblée où il n'y a pas d'opposant. Je serai l'opposant. Automatiquement. Ceux qui me connaissent savent que je vais faire autogol. Je ne peux pas. Mais si jamais j'ai la certitude que le match là, c'est le même là qui appelle les deux équipes, s'il me met au goal, je ne peux pas laisser la balle passer, il va me mettre la main comme ça et jeter dans le filet. Parce que ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Donc, c'est ça la question.
Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. J'ai profité pour faire un peu d'humour. C'est pour vous dire que nous avons eu un bon parcours. Et nous avons été toujours à l'avant-garde. Regardez au Parlement. L'honorable député Mitokwe, qui est là. Tous les sacrifices qu'il a fait au Parlement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous allez comprendre notre colère, notre désapprobation lorsque des gens méchants, voulant nous rendre détestables aux yeux de l'opinion, parce que pensant qu'on devait aller aux élections législatives, qu'il allait nous battre, nous demandant de nous soumettre, nous avons refusé, on commençait par nous traiter de tout et de rien. On va jusqu'à dire que nous sommes des taupes, nous sommes des plans B, nous sommes des plans ci, plans ça. Qui parmi ces personnes ont fait la production oppositionnelle que nous faisons? C'était simplement pour me détruire. Parce que ces personnes ont fait une lecture biaisée. Ils pensaient qu'il fallait aller aux élections. Alors que quand eux tous ils sont venus me voir, je leur ai dit il n'y a pas d'élection. Posez la question à Yarou, posez à Djemba, posez à Yarou, posez la question. Posez la question à Zatassou, à Tigri. Je leur ai dit dans mon bureau, vous ne connaissez pas Patrice Talon. Je leur ai dit, à l'approche de chaque fonction critique, il va sortir une carte de sa tête, mais qui sera en violation des tests. Il vous dira passage en force. C'est son code de fonctionnement. Le code de fonctionnement de Patrice Talon, c'est passage en force. J'ai dit, par rapport à ça, je n'ai pas besoin de vous. Nous n'allons pas nous unir pour aller aux élections, mais pour arrêter le mécanisme de passage en force. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel problème moi j'ai? Quel problème reste l'espoir? On aura mis quoi? C'est un signe de solidarité que nous ne sommes pas partis chercher l'hypocrite et pervers certificat de conformité. Parce que rien ne s'appelle comme ça. Nous avons refusé par principe et par solidarité. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais on ne peut pas le faire par principe et par solidarité. Pour nous, tous les partis politiques qui existaient avant 2016 doivent être réhabilités. Tous les partis politiques sans exception. La Constitution rétablie. Les tueurs identifiés, punis. Ou leurs chefs punis. C'est le principe des Nations Unies qui le disent. La mémoire des victimes réhabilitée. Au besoin même, leur faire des stèles dans les grandes villes. Il doit y avoir une place à Moussou, Prudence. Il doit y avoir une place, Diane Kandisounon. Même le jeune homme qui a eu la main amputée, on doit faire une statue où la main est amputée comme ça, pour l'histoire. Là, les petits-enfants, quand ils vont naître, ils vont voir passer, ils vont dire à leurs parents, nous ne serons peut-être plus là. Mais pourquoi il a la main comme ça? On lui explique ce qui s'est passé. C'est comme ça les autres ont bâti leur conscience, qui font qu'ils sont imbattables. Nous ne devons occulter aucun pan de notre histoire. Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire. Et Angela Merkel l'a dit la dernière fois. L'Allemagne ne doit pas avoir honte de son passé nazi. En le disant, cette dame-là est en train d'aider l'histoire pour qu'au futur, ça ne se reprenne plus. Encore une fois, je vous remercie.